moi le jeu vidéo c'est avant tout le divertissement, c'est quelque chose qui permet de s'évader dans le même titre qu'un livre, à part qu'il y a une dimension qui va au-delà de la littérature du cinéma, c'est la dimension justement d'interaction avec le média. C'est le fait que, suivant le jeu auquel on joue évidemment, on peut construire sa propre histoire. Après il y a des jeux, différents jeux basiques, du Tetris, du Street, des jeux de bagarre, mais sinon il y a aussi des expériences qu'on peut mener. Et du coup je pense que pour moi le jeu vidéo c'est un art au même titre que le cinéma. Si le cinéma c'est un art, on voit que le jeu vidéo il emprunte énormément de codes au cinéma, et pareil le cinéma emprunte de plus en plus de codes aux jeux vidéo. On voit que la frontière entre les deux médias sont est de plus en plus restreinte au fil des années, à tel point qu'on a des cinématiques qui sont extrêmement longues, on a des films qui s'adaptent de jeux vidéo, qui reproduisent les mêmes cinématiques que dans le jeu mais avec des acteurs live. Donc la frontière entre les deux médias elle est de plus en plus fine. Il n'y a que la partie ludique en fait, l'interaction avec le média qui différencie je pense le jeu vidéo du cinéma, qui est appelé à réduire de plus en plus cette frontière et à devenir un art à part entière pour moi je pense. Moi en tant que joueur de jeux vidéo évidemment je trouve que c'est quelque chose qui est important de préserver parce que ça représente une partie importante de l'histoire du numérique. On a quand même par rapport à l'INA, il y a plein de documents qui sont conservés par rapport à l'évolution de la télévision, de la radio, donc pareil par rapport à l'informatique, l'évolution de la bulle internet. Les jeux vidéo c'est pareil, il y a toute une histoire, on est parti vraiment de quelque chose de super cheap avec des petites boulettes qui se baladaient sur un écran en noir et blanc, et on arrive à des jeux maintenant qui arrivent à faire mieux que certains films qui sortent au cinéma. Donc c'est important de retracer l'histoire de l'évolution de ce média-là et de préserver justement les œuvres, parce que moi je parle vraiment d'œuvres, en tant que membre emos5.com, c'est vrai qu'on a cette dimension de sauvegarde du patrimoine numérique, et c'est extrêmement important pour que les jeunes joueurs maintenant qui ont 10-12 ans, qui se mettent à jouer à une PlayStation 3, qui voient de quoi on est parti et comment on arrive à évoluer en termes d'évolution technique, mais aussi en termes d'évolution culturelle et d'évolution vraiment ludique, l'interaction du joueur avec le jeu vidéo. On est parti avec des claviers d'ordinateur où il fallait taper des commandes. Après on est arrivé sur des pads, on arrive avec des périphériques où on avait des jeux de rythme avec des guitares en plastique, etc. Là on arrive avec des interactions physiques avec Kinect, avec la Wii déjà depuis un petit moment. Donc on a vraiment tout un chemin à parcourir encore. Le jeu vidéo n'a pas fini de faire parler de lui. Et donc il faut vraiment préserver cette évolution pour apprendre à toutes les générations comment on en est arrivé là. MO5 il a un rôle à jouer, il a déjà joué un rôle dans les faits. Je veux dire, il y a eu le musée national il y a eu le musée du jeu vidéo au Grand Palais, il y a eu c'est des expositions temporaires la plupart du temps, toutes les médiathèques où il y a des expositions régulières, c'est plusieurs dizaines d'expositions par an avec des conférences, plein de choses sur lesquelles MO5 est demandé. Donc il y a vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça, parce que les gens sont curieux, ils ont envie de savoir, de se renseigner, de se cultiver vraiment. Donc pour eux il y a vraiment cette dimension de culture, même si elle n'est pas reconnue. Les gens inconsciemment ils ont quand même cette idée là de mettre le jeu vidéo dans la case culturelle. Et donc il y a vraiment un réel intérêt à MO5 par rapport à ça. Il y a plein de pas qui ont été franchis, il y a eu plein d'associations à l'échelle européenne qui sont joints à MO5 pour conserver le patrimoine numérique. Donc il y a plein de choses qui ont été signées, plein de choses qui ont été montées. Donc on espère prochainement monter vraiment un musée national du jeu vidéo en dur, vraiment en permanent, comme ce qui a été fait au Grand Palais sur Paris, en bas des Champs-Élysées, mais vraiment toute l'année pour que les gens puissent vraiment s'y intéresser, avoir l'occasion de s'y rendre avec les enfants, avec leurs parents, pour faire découvrir ce média-là dans de très bonnes conditions. Parce qu'au Grand Palais, comme c'est une exposition temporaire, il faut dire quand même qu'on avait des heures et des heures de queue. Des fois même on ne pouvait pas y rentrer parce qu'il y avait un nombre de personnes limité qui pouvaient y rentrer pour une question de sécurité. Donc on était vraiment aux limites de ce qu'on pouvait assurer en termes d'accueil. Dans la preuve qu'il y a vraiment un réel intérêt des gens pour ce média-là. Alors en tant que membre MO5, c'est vrai que j'ai accès à énormément de matériel, donc on a accès à des machines très anciennes qui sont toutes en état de fonctionnement. Quand on fait des expositions, on s'arrange pour que les visiteurs puissent toucher le matériel, c'est quand même l'intérêt. C'est juste pour mettre une photo avec une fiche derrière un plexiglas, c'est un peu limité l'intérêt. Mais c'est vrai que j'aimerais bien toucher les premières machines, vraiment les premières machines des années 50, où vraiment le jeu vidéo est né. Donc ce serait juste des boulettes blanches qui se baladeraient, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt historique, un intérêt ludique, j'aimerais bien mettre les mains dessus et pouvoir tripoter, voir vraiment comment ça a débuté. C'est des choses qui sont très très rares, qui sont assez difficiles à acquérir en état de marche, en état de fonctionnement pour qu'on puisse y toucher. Après, à titre personnel, s'il y avait quelque chose que j'aimerais retracer, ce serait une licence qui m'est chère, c'est la licence Biohazard, Resident Evil chez nous, voilà, de Capcom, c'est un peu mon côté fanboy. C'est une licence que j'apprécie beaucoup, qui n'a pas créé le genre survival horror, c'est plutôt né
avec des jeux comme Alone in the Dark par Frédéric Reynal, un développeur français, Cocorico, et aussi avant avec d'autres jeux Nintendo qui étaient un peu des prémices de Survival Horror. Mais donc voilà, et j'ai bon espoir qu'il y ait des petites choses qui se réalisent avec Resident Evil, mais j'en dis pas plus, c'est des choses personnelles, donc on verra plus tard. Alors si on me proposait de faire un jeu vidéo Flanders, qui aurait vraiment de la gueule, qui serait de pouvoir prendre mon personnage, ou de prendre Caleb et Sadoman et de pouvoir blaster des gens dans un beat'em all, un jeu de baston. Bien sûr, je paye 70 €, vas-y prends mon art. Shut up and take my money quoi, voilà. Il n'y a aucun je suis mort du jeu vidéo, donc ça en plus on prend un projet sur lequel je travaille depuis des années, et comme dit ça va sortir en jeu vidéo, mais oui, 1000 fois oui quoi. Donc voilà, si vous êtes développeur, si vous êtes développeur de jeux vidéo et que vous avez les moyens de vos ambitions, que vous avez les compétences pour, voilà, contactez-nous, contactez-moi et en avant quoi, faisons les trucs ensemble.